Contes gras d'Émile Verhaeren, de son recueil Contes de minuit, paru en 1884. À mon ami le docteur Victor Demet. Cette scène s'est passée chez Ernest Winx à Anvers. Winx habitait au fond d'un vieux quartier, une vieille maison récemment modernisée, ouverte à l'air et au soleil, où la lumière frappait crue et cinglante de grandes vérandas vertes et d'énormes corridors plaqués de marbre pâle. Seulement, du côté du jardin, il avait maintenu une aile entière dans le style primitif et l'avait fait restaurer moulure par moulure et pierre par pierre. Et c'était là qu'il se cloîtrait dans la familiarité des choses aimées. Son cabinet de travail était superbe. Il y régnait le jour filtré des anciennes demeures. Par un vitrail découpé en petits carreaux passaient des rayons d'or, comme des cheveux roux à travers les mailles d'un filet. De lourdes draperies tenaient de la nuit suspendue. Des mares d'ombre noircissaient le parquet. Dans les coins, à peine apercevait-on remuer des ricochets de lumière parmi les pendeloques des girandoles. Winx n'aimait que l'art gras, l'art que procure la paix d'une bonne digestion et rougeoie de belle humeur. Il adorait tout ce qui est fort, lourd, pâteau, gonflé de santé, incendié de splendeur, les tableaux, les plâtres, les statues, les faïences, où flamboient dans l'émail la pâte, le glacis, la couleur, les sensualités des vieux maîtres. Les panneaux de l'appartement étaient tapissés de kermesses d'après-teignées. Sous la chaleur calmée des tons anciens, gars et gouges sautaient balourdement, en jupons bleus, en blouses roses, nouant avec leurs mains jointes par-dessus la tête d'interminables rondes autour d'une perche couronnée, ou bien encore, attablés, par bandes, le jour des mangeailles, des truands cagneux et lipeux, grassement, marquaient le cou de leur voisine d'un baiser plein. Au plafond, sur un fond de nuages, était peinte une Saturnale païenne, vieille de 2 siècles. La fresque avait été mal retouchée, mais on distinguait encore les enlacements de jambes, les torses de femmes renversés, des lions et des tigres couchés sous des caresses de mains blanches, des satyres cyniques sarabandant, les pattes tortues, dans une sauterie de bacchantes. De petits amours voletaient, effleurant de leurs pieds nus les nudités rouges. Et toute cette mythologie, en tas, dans une bousculade de graisse, sortait du plafond et tombait dans le vide. Autour de la salle, sur les étagères, les dressoirs, la plinthe des lambris, les guéridons, s'appesantissaient des magots, des silènes et des bacchus, la bedaine étalée sur un tonneau, les rires déchirant les lèvres, le doigt tourné vers la fossette vermillonnée du nombril. Une tétonnière énorme bombait sa poitrine de faïence sur un socle de trumeau. Dans une encoignure, de petits cochons en terre cuite fouillaient l'auge, le groin soufflant, la queue ramassée en escargot. Depuis 10 ans, Winx ne quittait plus cette chambre. Il y mangeait, buvait, couchait, l'esprit gonflé de visions charnues. Pendant ses sommes après boire, sa tête roulait à travers des rêves pourpres, il se voyait amoureux d'une colossale Vénus de Jordaens, il lui baisait les paupières, il lui chauffait le torse d'étreintes formidables, il se noyait dans une marée de chair. Et quand il tombait, les bras épuisés, la bouche sèche, le corps flasque, il la voyait encore, il la voyait toujours, là, devant lui, les 2 seins frappés d'une lueur d'or comme des pitons de montagne. Winx, un jour, recueillit par héritage un tableau gothique du XVe siècle. Sur une croix de sapin barrant le ciel, un long Christ osseux
bistre, le front déchiqueté d'épines, les yeux pourris, les mains béantes, pendait dans la mort. Les deux larrons râlaient à ses côtés. Marie, le front argenté d'auréoles, le regardait mourir. Madeleine, les lèvres ardentes, tenait la bouche plaquée au trou de ses pieds verts. Un ciel nocturne, lézardé d'éclairs, répandait à l'horizon son grand lac d'encre où stagnait le soleil comme une tache de sang caillé. Vinks ne goûtait guère le génie du Moyen-Âge. Il avait placé le tableau dans une antichambre, décidé à s'en défaire au plus tôt. Mais peu à peu, cette peinture, toute d'horreur, l'avait attiré. Il se surprenait quelquefois immobile devant elle. À ses corps maigres, étiques, avec leur ton de cadavres séchés et si raides qu'on les eût dit taillés dans des lattes, lui, l'exubérant artiste, avait fini par découvrir une beauté malade, insoupçonnée. Et de jour en jour, plus conquis, plus envahi, il avait résolu de placer l'œuvre dans son cabinet de travail afin de la voir sous les yeux aux différentes clartés du jour et d'analyser peu à peu son charme en temps. Un soir, il l'a mis lui-même sur un chevalet, tout près de la tétonnière. Il l'examina longtemps, la disposa à recevoir en biais la lumière et vint s'asseoir à son pupitre pour juger de l'effet produit. La lampe pendue au-dessus de sa tête éclairait en plein la scène de torture. Les larrons semblaient sortir du cadre. Le nimbe de la Vierge faisait un plat d'émail. Le Christ pantelait. Mais ce que Vinks, absorbé, n'aperçut point, ce fut le trouble que jeta cette présence d'intrus parmi les hôtes immobiles de la chambre. Il se produisit un malaise général. Des expressions de colère tremblèrent sur les visages. Des regards bienveillants d'ordinaire tombèrent du plafond tels que des lames d'épée. D'autres s'obscurcirent, comme les astres s'éteignent doucement, avec une résignation de défaite et de martyr. Car les choses, elles aussi, obéissent à des sentiments humains. Elles s'aiment ou se haïssent, se comprennent ou se jalousent, se fondent ou se querellent. On ignore souvent à quels amours ou à quelles luttes, à quelles alliances ou à quels combats donne lieu la juxtaposition de certaines couleurs, les assemblages de disparates beautés. Il y a en tout de mystérieuses lois d'attraction qui déterminent la beauté aussi bien que l'ordre. Les sympathies naissent comme les harmonies et les haines se déploient comme les désastres. Au moment où Vinks s'assit, une goutte large et grasse tomba sur un album ouvert devant lui. Le feuillet retourné, à peine fut-il examiné, que 2 gouttes aussi grasses et aussi larges que la première tombèrent encore. Vinks se leva, étonné. Il regarda autour de lui. L'appartement rempli d'ombre ne lui apparut qu'obscurément. Il crut que l'huile découlait de la lampe et s'était tranquillisé quand se mit à tomber effrayamment une pluie lente. Il leva les yeux et dans le cercle de clarté blanche tracé par la lampe, il vit quelque chose découler des doigts d'une Vénus. Il courut sonner son domestique, mais brusquement la pluie devint averse. Des plaques de graisse tachaient le bureau, de petites mares s'y formaient. Des grumeaux flasques s'aplatissaient sur les faïences, les bronzes, les meubles. Des baves stagnaient dans les jointures, inondaient les rainures des plinthes et coulaient sur les panneaux. On entendait comme un bruit de ressorts qui se détendent, de bulles d'air qui crèvent. Des souffles mous passaient comme des soupirs exhalés. Parfois une plainte lente, et qui mourait dans un gémissement sourd, continu, lamentable. Au plafond, sur les murs, les tapisseries et les fresques remuaient vaguement. Des bras levés s'affaissaient, des gestes s'épuisaient, des enlacements se dénouaient. Vinks, dans quelque coin qu'il se réfugia, se sentait atteint. Une pestilence lui coupait la laine, et
toujours cette pluie tombait, graissant ses habits, l'aveuglant, collant à sa barbe, poissant ses mains. Même l'averse devint plus dense. Elle se changea en coulée épaisse. Des douches volaient comme des soufflets. Les plaintes s'étaient changées en lamentations. On ne distinguait plus rien que de vertes reluisances coulant du mur comme des miroirs. La salle entrait en décomposition. Elle pourrissait tout entière, avec des bruits visqueux, des détraquements de cadavres, des bouffées de putréfaction. Et toujours, la graisse tombait. Vinks s'enfuit, poursuivi dans sa dégringolade de l'escalier par un immense bruit d'écroulement. La tête folle, les yeux sauvages, la peur à travers les moelles, il courait par la maison, claquant les portes après lui. Il criait de terreur, vaguait, butait contre les chaises, revenait vers l'escalier, s'élançait au jardin, poursuivi par l'aboiement d'un chien réveillé dans son trou. Et les jambes anéanties, mortes, il échoua sur un banc dans un amas de feuilles tombées. Ses valets le trouvèrent là, les deux bras allongés sur le dossier, les regards fixes. Il fut long à reprendre parole, des saccades de frissons l'ébranlaient. Mais tout à coup, comme violenté par une énergie soudaine, comme honteux de sa frayeur superstitieuse, croyant à une hallucination, il se précipita de nouveau vers la maison et monta. On le suivit avec des lumières. L'escalier était glissant, des flaques partout, des ruisselets découlés jusque-là par la porte restée ouverte. Vinks resta médusé sur le seuil. Les chairs en fleurs de son Olympe apparaissaient toutes mortes, dans leur azur terni. Les gorges, les torses, les cambrures des bacchantes semblaient à jour. Des teintes jaunes, violettes, vertes plaquaient le plafond. Toute cette beauté rouge était fondue, il la voyait à terre. Ces rayonnantes déesses évanouies, leur sourire tué, leur gloire pourrie. Elles s'étaient désenlacées de l'étreinte charnelle où, depuis 2 siècles, elles s'abandonnaient aux bras des jeunes dieux. Leurs ossatures perdues dans une peau trop large faisaient leur corps vide. Ces magots portaient leur ventre dégonflé sur leurs jambes, ils entrechoquaient leurs membres comme des squelettes dans les fêtes macabres. Sa tétonnière haletait d'asthme, ses cochonnets agonisaient sur le flanc, les pattes raides. Lui regardait toujours, voulant comprendre. Il devina. Et d'un bond, il sauta dans l'appartement, arracha le tableau gothique et le jeta dehors avec des gestes d'égaré. Enfin, il avait senti que les dieux et les déesses, et les joies et les bombances, et les gloires et les kermesses agonisaient à cause de cela. Cette maigreur était contagieuse. Dans la lutte des choses, les grâces avaient été vaincues. Vinks espérait une refloraison de ses chairs. La nuit, il la passa dans sa chambre, à guetter cette résurrection. Il allait de son bureau à la fenêtre, de la fenêtre à la muraille, causant avec ses bibelots aimés. Rien n'y fit. Tout reprit sa tranquillité nocturne. Seulement, pendant les longs silences, dans un anéantissement de tout autre bruit, quelques gouttes tombèrent encore.